1938, Adolf Hitler s'empare d'une arme légendaire, la plus puissante de toute l'histoire. Quand vous la tenez, elle vous rend invincible. On raconte que c'est cette lance qui transperça le flanc du Christ. Les chefs militaires étaient obsédés par cette arme. Alors qu'il provoque la terreur à travers le monde, Hitler met enfin la main sur la lance. Mais dans le chaos de la guerre, le trésor le plus précieux de l'histoire disparaît inexplicablement. Cet emblème de guerre avait été détourné et les nazis en avaient fait un symbole du Troisième Reich. Mais un homme, Walter Horn, va découvrir ce qu'est devenu la Sainte Lance. Et un des plus grands généraux de l'armée américaine, obsédé par cette relique, décidera de lancer une expédition pour la retrouver. « 1933. Hitler est élu chancelier d'Allemagne. Hitler était un homme tout à fait atypique pour diriger un pays dans cette Europe du XXe siècle, particulièrement un pays comme l'Allemagne. Cet individu était amer et tordu. C'était un personnage anormal, poussé par une incroyable volonté et une soif de pouvoir sans borne. Et c'est cela aussi qui l'a fait élire. Hitler n'a qu'une idée en tête, devenir le chef suprême du peuple allemand et créer un nouvel empire germanique. Mais il est confronté à un problème. Il n'a obtenu que la moitié des suffrages. Sa légitimité n'est pas aussi évidente qu'on le pense. En réalité, la majorité du peuple n'avait pas voté pour lui. Le pays est divisé. Pour parvenir à ses fins, Hitler doit réunifier l'Allemagne. Quelques années seulement auparavant, l'Allemagne n'était qu'un ensemble de très petits États. Il y avait des peuples qui vivaient près de la frontière danoise, d'autres qui vivaient très loin de là dans la région de Munich, et d'autres encore dans des régions qui sont aujourd'hui situées en Pologne. Comment réunifier toutes ces populations ? Hitler présente aux Allemands une vision idéalisée de l'histoire de leur pays. Il affirme être le seul homme capable de restaurer la grandeur passée de l'Allemagne, jadis le pays le plus puissant d'Europe. Il a l'intention d'étendre ses frontières pour retrouver celle du plus grand empire germanique de l'histoire, le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique a été fondé par Charlemagne, Charles le Grand, le roi germanique des Francs en l'an 800. Il devait permettre de propager le christianisme à travers l'Europe. Et pendant 1000 ans, cet empire a dominé le continent. À son apogée, il s'étendait de la mer du Nord à la Méditerranée et englobait les territoires actuels de l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, l'Italie et la France. Hitler désire fonder le Reich de 1000 ans. Un empire encore plus grand et en être à la tête. Ce n'était pas un homme de compromis ni un grand spécialiste de la manœuvre politique et de la diplomatie. Il n'avait qu'une seule obsession, avancer le plus vite possible vers son but et modeler la face du monde tel qu'il le souhaitait. Mais Hitler n'a pas la carrure d'un empereur. Originaire de la classe ouvrière, il est le fils d'un fonctionnaire autrichien. Autoproclamé Führer allemand, Hitler doit désormais se forger une image de chef. Il s'est dit qu'il devait s'approprier les signes du pouvoir. Il se devait de posséder les symboles nécessaires parce que c'était un homme qui voulait régner sur la moitié de l'Europe. Et il a puisé son inspiration dans l'histoire pour trouver ces symboles. Il décide que pour devenir un empereur, il doit posséder les emblèmes du pouvoir d'un empereur. Hitler cherchait des symboles lui permettant d'entretenir ses prétentions et d'ouvrir la voie du renouveau du peuple allemand. De quoi a-t-il besoin? De différentes choses associées à d'autres grands chefs. Les empereurs du Saint-Empire romain possédaient les joyaux de la couronne, symbole de leur autorité.
une couronne, un sceptre et une sphère d'influence. Mais parmi tous ces symboles de la gloire germanique passée, un objet est plus important que les autres. Ressemblant à une simple tête de lance romaine, il s'agit de la Sainte Lance. Selon le mythe, la lance brandie par un centurion romain du nom de Longinus aurait transpercé le flanc du Christ crucifié. D'après la légende, Longinus, un centurion romain et un fidèle serviteur de Pilate atteint de cataracte, était devenu aveugle. Pilate lui aurait demandé de quitter les rangs de l'armée, le jugeant inapte au combat, et lui aurait confié la tâche relativement simple de garder le Golgotha. Il devait s'assurer que la crucifixion s'était déroulée comme prévu. Pour cette mission, il n'avait pas besoin de combattre ou d'avoir une vue parfaite. La Bible raconte que le centurion, alors qu'il inspectait les crucifiés, voulut s'assurer que le Christ était bien mort et lui transperça le flanc avec sa lance. Le sang coula le long de la lance de Longinus et parvint jusqu'à ses yeux. Il fut non seulement guéri de la cataracte, et donc de sa cécité, mais il eut une vision de l'avenir. Le Christ lui apparut comme le Messie. La conversion de Longinus fut immédiate. Alors que le christianisme se propageait à travers le monde, la lance de Longinus, touchée par le Fils de Dieu, devint une sainte relique, un objet d'adoration. La lance fut transmise de génération en génération par les empereurs romains, puis à Charlemagne. Charlemagne la brandissait au cours des batailles car elle le rendait invincible tant qu'il la tenait entre les mains. La lance est devenue un talisman représentant la conquête et la puissance militaire, un symbole de la victoire sur les ennemis. Le mythe qui entourait la lance était tel que tous les empereurs du Saint-Empire germanique descendants de Charlemagne devaient la posséder. La lance s'était muée en symbole de leur autorité. Au cours de l'histoire, la lance est rapidement devenue une marque de pouvoir et de force. Selon la légende, celui qui possède la lance est invincible sur le champ de bataille. Donc, pour le commun des mortels, si quelqu'un brandit la lance, c'est que non seulement il doit être le véritable monarque, mais en plus, il doit être invincible. Hitler a toutes les raisons de vouloir cette lance. Mais elle reste inaccessible. Elle se trouve à Vienne, la capitale de l'Autriche. Lorsque le Saint-Empire romain est dissous en 1806, les héritiers du trône, les Habsbourg, déplacent la lance pour l'exposer au palais de Hofburg, en Autriche. Ce n'est qu'en 1908 qu'Adolf Hitler, un peintre autrichien sans le sou, découvre la lance et commence à la désirer. On raconte qu'Hitler, alors qu'il essayait de se lancer dans une carrière de peintre à Vienne, aurait vu la lance exposée au musée. Apparemment, il aurait eu une épiphanie devant cet objet. Il aurait été profondément ému. Que cette légende soit vraie ou pas, importe peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette lance était un objet de grande importance. Hitler sait depuis longtemps où se trouve la lance.
Et maintenant qu'il est le Führer, il n'a qu'à se servir. Le 12 mars 1938, les troupes allemandes franchissent la frontière autrichienne. Le monde entier assiste à l'effondrement du gouvernement autrichien. Pour Hitler, c'est une double victoire. D'une part, il s'accapare des territoires appartenant jadis au Saint-Empire romain germanique, et d'autre part, il est sur le point de s'approprier la Sainte-Lance. Il faut se rendre compte qu'aux yeux d'Hitler, l'Allemagne et l'Autriche sont indivisibles. Il considère que ces deux territoires n'auraient jamais dû être séparés. L'Autriche est désormais à la merci d'Hitler. Il n'a plus qu'à mettre à exécution la deuxième partie de son plan. S'emparer de la lance. On raconte qu'avant même que les panzers aient franchi la frontière autrichienne, Hitler avait envoyé un officier SS en civil pour prendre position au musée. Cet officier attendait de recevoir la confirmation que la frontière était franchie pour enfiler son uniforme, sortir son arme et se poster devant les joyaux et les garder. Personne ne devait les toucher avant l'arrivée d'Hitler. Hitler arrive à Vienne 2 jours après le début de l'invasion. La première étape de sa visite le conduit au musée des Habsbourg. Il se dirige vers la vitrine où sont exposés la lance et les joyaux de la couronne. Il l'ouvre et prend possession de la lance. Il s'approprie la lance le 15 mars, une date symbolique. Il a pris la Sainte Lance le jour de la Saint-Longin, le jour où est honoré le centurion qui portait la lance lors de la crucifixion du Christ. Hitler apporte la lance dans la ville de Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne. C'est ici que pendant des siècles, la relique a été conservée par les empereurs du Saint-Empire. Une fois la lance subtilisée à l'Autriche, il n'y avait aucune hésitation à avoir pour Hitler. Il fallait rapporter la lance à Nuremberg, son berceau spirituel, et en réalité, à la fois le berceau spirituel, la capitale du nazisme et du Reich de Milan. Suivant l'exemple du Saint-Empire romain, Hitler a décidé de faire de Nuremberg le centre du Reich nazi. Berlin était le cerveau, Nuremberg était le cœur. Il construit de vastes places d'armes, pouvant accueillir des centaines de milliers de spectateurs. Il organise de spectaculaires défilés affichant la puissance militaire du régime. Ces démonstrations extravagantes présentent au peuple allemand une vision de l'avenir profondément ancrée dans le passé. De nombreuses images d'actualité de ces défilés dans les rues de Nuremberg, de soldats accoutrés en chevaliers médiévaux, nous sont parvenues. Il y a même une réplique du coffre et des joyaux de la couronne, symboliquement rendus à leur terre natale. C'est le fondement du Reich de Milan.
En exhibant ainsi la Sainte Lance et les joyaux de la couronne, le message de Hitler est clair. Ein freies deutsches Volk in einem starken deutschen Reich. Il est l'héritier du trône du Saint-Empire romain germanique. C'est un peu comme si le roi Arthur brandissait enfin Excalibur et défilait dans les rues dans une parade triomphale comme pour dire « Je l'ai ». La Sainte Lance en sa possession, Hitler est convaincu que personne ne peut l'arrêter dans sa conquête de l'Europe. Mais l'histoire en a décidé autrement. Nous sommes en 1945. Après 5 années de guerre, l'Europe est ravagée. La lance n'a pas donné à Hitler la victoire dont il rêvait. Son empire est dévasté. Et dans le chaos de la guerre, la lance de Longinus, un des plus grands trésors d'Europe, a disparu. Mais sur une base de l'armée américaine en Belgique, la chance va permettre à un homme de la retrouver. Un lieutenant de la 3e armée des États-Unis, Walter Horn. Il a pour mission d'interroger les prisonniers de guerre allemands. Mais Horn n'est pas un GI comme les autres. Pour commencer, il est allemand. Et 10 ans plus tôt, il a échappé aux griffes de la SS. Nous sommes dans les années 30. Horn étudie à l'université de Heidelberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il est passionné par l'histoire de l'art. Il était spécialisé dans les reliques du Saint-Empire romain germanique. Il était diplômé d'histoire de l'art. Mais par malchance, il avait obtenu son diplôme de doctorat en 1933, l'année même de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. En tant qu'historien, Horn est prié de servir le régime hitlérien, dont l'obsession est de prouver la supériorité de la race allemande. Il est invité à rejoindre une unité spéciale de la SS, dédiée à cette mission, l'Ahnenerbe, qui signifie l'héritage ancestral. Les universitaires les plus prometteurs sont contraints de servir à l'Ahnenerbe. Leur mission est de prouver par tous les moyens que la culture allemande est supérieure à toutes les autres. Walter Horn, un jeune docteur diplômé au parcours académique prestigieux, figure donc parmi les recrues forcées. Walter était la recrue parfaite pour le régime nazi. Il avait participé à l'épreuve du javelot aux Jeux Olympiques. Il était issu d'une famille d'origine germanique et aryenne depuis 4 ou 5 générations. Il était jeune, il était beau, il avait voyagé, exactement ce que recherchaient les nazis. Mais Horn comprend très vite les implications de la mainmise du régime nazi sur les milieux universitaires allemands. On ne peut pas se contenter de considérer l'Ahnenerbe comme une poignée d'universitaires
corrompus mais pas bien méchants, à la botte des nazis. Ce serait ignorer que leur recherche avait pour but d'établir une vision du monde intrinsèquement maléfique. Certaines de leurs théories étaient directement liées à l'idée de race. Et tout le monde connaît les conséquences de la mise en application de ces théories par un régime meurtrier comme le régime nazi. Ces théories ont mené tout droit aux portes du camp de Auschwitz. Horn refuse de participer à ces recherches. Et en 1934, il décide de fuir l'Allemagne. Il quittait à regret sa terre natale, mais il n'avait pas le choix. Il savait qu'il devait fuir l'Allemagne. Le temps se couvrait, il valait mieux déguerpir. Mais alors qu'il s'apprête à entamer son périple, Horn apprend que des soldats de la SS sont à ses trousses. Il a eu très peur. Il détestait les nazis. Certaines déclarations qu'il avait pu faire à l'encontre du régime le mettaient en danger. Il découvre, terrorisé, qu'un officier de la SS est parvenu à retrouver sa trace. L'officier était armé. Et je suis persuadé que Walter a senti sa fin approcher. Mais Horn n'est pas au bout de ses surprises. L'officier SS lui a dit « Nous traquons les types dans ton genre, c'est vrai. Mais bonne chance à toi. Ne reviens pas. C'est tout. » Walter Horn parvient à gagner l'Italie, puis Cuba, et enfin les États-Unis, où il obtient la naturalisation et devient citoyen américain. C'est parce qu'il parle couramment allemand qu'il se retrouvera en Belgique à la fin de la guerre pour interroger des prisonniers allemands. Alors que les armées alliées s'enfoncent toujours plus loin derrière les lignes ennemies en Allemagne, de nombreuses unités restent en arrière afin d'accomplir toutes sortes de tâches annexes, mais d'une importance capitale. Il fallait traquer les criminels. Le travail de ces unités des crimes de guerre consistait à chercher des preuves, en tout cas celles qui n'avaient pas été détruites par la Gestapo. Pendant plusieurs mois, Horn ne récolte que de maigres informations. Mais un jour, il interroge un prisonnier d'apparence inoffensive. Il était tard. Un homme plutôt âgé est sorti de la cellule des prisonniers pour être interrogé, le soldat Fritz Huber. Au premier abord, Huber ne semblait pas détenir d'informations intéressantes. Il a dit « Je suis désolé, je n'ai aucune information à vous donner, parce que tout ce que j'ai fait, c'est transporter des munitions. » Walter a eu pitié de lui. Il lui a offert une cigarette et une tasse de café. Ils sont restés à bavarder. C'est alors que Huber fait une révélation stupéfiante à Walter. Huber lui a dit « Je connais l'existence d'un trésor extraordinaire, un trésor caché. Est-ce que l'histoire de l'art vous intéresse ?» Il n'imaginait pas que l'homme à qui il s'adressait était docteur en histoire de l'art. Rien au monde ne passionnait plus Walter que l'art et les antiquités. Huber explique à Horn qu'un trésor a été caché sous le château de Nuremberg. Un très grand trésor constitué de pièces de collection d'une valeur inestimable. Horn écoute attentivement Huber faire l'inventaire de tous ces objets précieux, dignes du plus extraordinaire butin de pirates que l'on puisse imaginer. Huber décrit plusieurs trésors provenant certainement de nombreuses collections pillées par les nazis dans les plus grands musées.
Mais cette collection était particulière. Il parle d'un sceptre, il parle également d'une couronne. Il décrit un orbe doré qu'on appelle l'orbe de la chrétienté. Et enfin, il parle d'une lance datant de l'époque romaine. Bien sûr, Walter a compris immédiatement de quelle collection il s'agissait. Il n'avait aucun doute. Il était en train de décrire les joyaux de la couronne du Saint-Empire et la Sainte Lance. Horn insiste auprès de Huber pour connaître chaque détail. Il est stupéfait de voir le mal que les nazis se sont donné pour protéger la lance de Longinus. Huber affirme que son père avait été engagé par Heinrich Himmler, chef de la SS, afin d'installer un nouveau système de ventilation dans une chambre forte dans les sous-sols du château de Nuremberg. Il dit « D'ailleurs, ma mère passe une fois par semaine vérifier que les trésors réunis dans cette chambre forte sont intacts. Elle doit vérifier le taux d'humidité, vérifier qu'il n'y a pas d'insectes, et elle doit porter des gants blancs. » Au fur et à mesure qu'Huber racontait son histoire, Walter était de plus en plus intrigué. Huber explique qu'un réseau de tunnels sous le château conduit à une entrée secrète qui se trouve dans les rues, en contrebas. Le magasin passait pour une échoppe d'antiquaires qui faisait beaucoup d'affaires. Et il avait 2 portes qui permettaient de faire entrer et sortir les marchandises facilement. Mais bien sûr, tous les hommes qui entraient et sortaient de la boutique étaient des nazis. Conscient d'avoir certainement localisé un des plus grands trésors du monde, Horn fait immédiatement un rapport à ses supérieurs. Mais de peur que les dirigeants militaires américains ne mesurent pas l'importance de la lance, Horn s'assure de leur fournir des informations très détaillées. Il dessine même une carte de la ville pour leur montrer où trouver la chambre forte. Walter Horn a emprunté une machine à écrire pour taper son rapport. Comme il était historien de l'art, je suis certain qu'il a rédigé un document qui s'apparentait plus à un essai d'histoire de l'art qu'à un rapport des services de renseignement militaire. Horn travaille rapidement. Il sait que les forces alliées préparent une offensive décisive visant la ville de Nuremberg. Et il craint que la lance ne soit détruite au cours de la bataille. Il a envoyé ce rapport en pensant qu'il serait certainement ignoré, car il détournait l'attention de l'armée de ses objectifs, principalement militaires à l'époque. Il paraissait peu probable que le haut commandement des armées considère les joyaux de la couronne du Saint-Empire romain germanique comme un objectif militaire potentiel. Mais le rapport de Horn atterrit par hasard sur le bureau du seul homme qui avait à la fois le pouvoir et la force de sauver la lance. Le général George Patton, surnommé All Blood and Guts, sang et tripes, était à la tête de la 3e armée des États-Unis en Europe et faisait partie des généraux chargés de l'invasion de l'Allemagne. Cet homme hors du commun, souvent représenté armé de 2 revolvers étincelants, était un commandant de division blindée et un tacticien de génie. Converti à la religion catholique, Patton se considérait comme le défenseur de la chrétienté. Mais au-delà de cette mission, il était également fasciné par la légende de la lance de Longinus. Il avait même composé un poème dans lequel il imaginait ce qu'avait dû ressentir Longinus au moment où il transperçait le corps du Christ avec la lance. Je ne peux nommer les batailles, car mes souvenirs sont troubles. Pourtant, je vois les visages distordus et je sens la lance déchirante. Peut-être ai-je poignardé notre Sauveur dans son flanc démuni et sacré.
Et pourtant, j'ai appelé son nom en bénédiction à l'heure de ma mort. Alors que les troupes américaines combattent dans toute l'Europe, Patton tente de retrouver la trace de la lance. Sa crainte, s'il ne la retrouve pas, est que les nazis ne s'en servent comme d'un talisman pour inspirer une résurgence du mouvement nazi. Mais pour l'instant, il n'a pas réussi à trouver le lieu où est cachée la lance. C'est alors que le rapport de Walter Horn arrive sur son bureau. Et bien entendu, ce rapport de renseignement contenait très exactement ce que Patton recherchait et l'idée a fait son chemin. Pour lui, il s'agissait bel et bien d'un objectif militaire. À la veille de l'assaut sur la ville de Nuremberg, Patton prend une décision sans précédent. Il envoie une équipe composée de ses meilleurs soldats pour localiser la cachette secrète. Mais la tâche est compliquée. Nuremberg a subi des bombardements intensifs. La ville compte des milliers de morts et de réfugiés. On parle souvent de la destruction de Dresde, mais cette destruction a surtout été provoquée par un incendie qui s'est propagé à travers la ville. La ville de Nuremberg a été ensevelie sous des tonnes et des tonnes de bombes. La décision des Alliés est un message pour Hitler. La prise de Nuremberg est prévue pour le 20 avril, le jour de l'anniversaire du Führer. Hitler avait assuré que sa capitale était imprenable. Ses instructions exigeaient que les soldats qui défendaient la ville se battent jusqu'à la dernière balle, jusqu'au dernier homme, et même jusqu'au dernier enfant. Le 16 avril, l'armée américaine entame un combat à mort pour la prise de la ville. L'unité spéciale envoyée par Patton pour localiser la lance est rapidement prise dans les combats. Les combats se sont surtout déroulés au corps à corps, dans des petites rues médiévales, sur des remparts. Il a presque fallu prendre les rues une par une. Les combats étaient très dangereux. Les enfants étaient envoyés en repérage. Les Allemands se sont battus jusqu'au dernier homme. Lâchés dans le chaos de la bataille, les membres de l'unité spéciale, munis de la carte dessinée par Horn, doivent retrouver la cachette secrète des joyaux de la couronne. Cette unité avait perdu de nombreux hommes au cours des combats. Et quand ils sont arrivés à l'emplacement de la cachette, ils ne l'ont même pas trouvée. En fait, la ville était dans un tel état de dévastation qu'ils n'étaient même pas sûrs d'être au bon endroit. Mais un soldat remarque quelque chose. L'un d'eux a découvert une sorte de tunnel et ils se sont tous engouffrés à l'intérieur. Au bout de ce long et sombre tunnel souterrain, ils font une découverte stupéfiante. Du béton, coulé autour de portes en acier de plus de 2,50 m de hauteur et de près de 30 cm d'épaisseur. Mais les portes géantes de ce coffre-fort sont verrouillées.
La porte était inviolable. Un des soldats artificiers était sur le point de prendre un bâton de dynamite et de le placer sur le côté de cette porte géante pour tout faire sauter. Mais juste avant que l'artificier ne fasse détonner la charge, surgit un civil allemand qui l'enjoint de tout arrêter. Par chance, il a été arrêté au dernier moment. Qui sait ce qui aurait pu arriver au contenu du coffre s'il avait continué? Cet Allemand, qui représentait le maire de Nuremberg, a donné aux Alliés la combinaison du coffre en les suppliant. Par pitié, ne faites pas exploser ça. Ce coffre contient des choses de grande valeur. Alors, ils l'ont ouvert. Derrière les portes géantes, les GI découvrent un vaste complexe incroyablement sophistiqué. Il s'agit certainement de la chambre forte dont parlait Huber, mais elle est bien plus grande que quiconque ne pouvait l'imaginer. Sur l'ordre de Heinrich Himmler, des travaux d'extension avaient été entrepris afin d'agrandir les vieilles caves à bière situées sous le château de Nuremberg. Himmler avait envoyé en secret des équipes d'architectes et d'ouvriers pour transformer cette cave à bière en coffre-fort sophistiqué. Et je n'emploie pas le terme sophistiqué à la légère. De l'acier renforcé très épais, des systèmes de verrouillage spéciaux. Les murs étaient recouverts d'un revêtement spécial permettant de combattre l'humidité. Il y avait des systèmes de purification d'air, des générateurs d'électricité. Il y avait l'eau courante, des douches, une cuisine et une trappe pour s'échapper. Plusieurs personnes pouvaient vivre là pendant des mois. Les GI sont abasourdis par la découverte qu'ils viennent de faire. Mais incertains de la nature exacte de leur trouvaille, ils demandent la venue de Horn en personne pour identifier le contenu de la chambre forte. À son arrivée, Horn est tout d'abord choqué par l'état de dévastation de cette ville médiévale, jadis magnifique. C'était un décor lunaire. Imaginez des églises détruites, des cadavres jonchant le sol. Horn est emmené à la chambre forte. Alors que Huber lui a déjà décrit ce que contenait le coffre, Horn est stupéfait par ce qu'il voit. Il était entré dans une immense pièce, remplie à ras-bord de trésors venant de toute l'Europe. Il se serait cru au Louvre ou au British Museum. Les soldats qui sont entrés dans cette pièce ont pu se rendre compte à quel point les nazis avaient pillé. Chaque caisse contenait quelque chose de plus incroyable que la précédente. Puis, une petite caisse en bois est présentée au docteur en histoire de l'art. Horn ne peut se méprendre. Il s'agit bien de la Sainte Lance. En découvrant la Sainte Lance, Horn était devenu un héros. Mais à présent, que devait-il en faire? Mai 1945. Les Alliés déclarent la victoire sur le régime nazi. C'est la fin de 6 années de guerre. Hitler s'est suicidé dans son bunker à Berlin. Les Alliés retrouvent les plus grands trésors du continent européen. Des trésors d'une valeur inestimable, dérobés par les nazis. Nous savons que les nazis ont pillé les plus grands musées. Des cargaisons entières de collections majeures étaient transportées par voie ferroviaire.
Il fallait désormais rendre à leurs propriétaires tous ces trésors. Horn était convaincu que la Sainte-Lance serait restituée à l'Autriche. La Sainte-Lance avait été prise dans le musée d'Hofburg, à Vienne. Il s'attendait donc à ce qu'elle soit restituée au musée. Mais Patton avait une autre idée en tête. Patton a, semble-t-il, été lui aussi ensorcelé par la lance de Longinus. Patton a déclaré que, selon lui, la Sainte-Lance n'était pas un objet d'art. C'était un emblème de guerre, détourné par les nazis qui en avaient fait un symbole du Troisième Reich. Patton était le genre d'homme qui aimait l'idée d'avoir la Sainte-Lance en sa possession. Il avait la ferme intention de la ramener aux États-Unis. Peut-être pensait-il aussi, comme Hitler, que celui qui possédait la lance était invincible. Patton a tellement insisté pour garder la Sainte-Lance que le commandant suprême des forces alliées en personne, Dwight Eisenhower, a dû intervenir. Une longue querelle éclate entre les deux figures légendaires de l'armée américaine. Mais avant qu'un compromis ne soit trouvé, Patton connaît une fin tragique. Sa voiture a été percutée par un camion. Il est devenu paralysé, il est resté quelque temps à l'hôpital, puis il est mort. La mort de Patton permet la restitution de la Sainte-Lance à la ville de Vienne. Un avion a été spécialement affrété et placé sous très haute protection de l'armée, car on considérait ces objets comme étant les plus précieux que les nazis aient jamais pillés. Et puis, une cérémonie de restitution à l'Autriche a été organisée. Aujourd'hui, les joyaux de la couronne sont à nouveau dans la même pièce du musée, à l'endroit même où Hitler les avait dérobés. Mais une question reste en suspens. Quelle est la véritable nature de cet objet pour lequel tant de gens se sont battus et ont perdu la vie? Est-ce vraiment la lance que brandissait Charlemagne? Est-ce la même lance qui perça le flanc du Christ? En 40 ans, Robert Feather, métallurgiste de formation, est la première personne à avoir reçu l'autorisation d'examiner de manière scientifique la Sainte-Lance. On m'a demandé d'examiner la lance parce que je possède une certaine expérience dans l'analyse de reliques anciennes. J'ai une formation de métallurgiste et j'ai beaucoup travaillé sur les matériaux et les métaux anciens. Au cours de ses premiers tests, Robert Feather essaie de détecter des traces de sang sur la lance. S'il trouve le sang du Christ, il s'agirait de la plus grande découverte de tous les temps. J'ai réalisé plusieurs prélèvements sur la lance afin de déceler la moindre trace de substance organique. Il s'agit d'une lance, on peut imaginer qu'elle a dû être ensanglantée. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance que le sang retrouvé soit celui du Christ. Il fallait faire ce test. Si je ne l'avais pas fait, on m'aurait demandé pourquoi. Mais aucune trace de sang n'est retrouvée. Robert Feather pratique ensuite une batterie de tests non destructifs pour dater la lance. Nous avons fait de la SFX, c'est-à-dire de la spectrométrie de fluorescence X. Nous avons pratiqué des analyses microscopiques et des radiographies de forte puissance. Les résultats de ces tests indiquent l'âge approximatif de la lance. Elle daterait du 7e ou du 8e siècle après Jésus-Christ. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a peu de chances que ce soit la lance qui a transpercé le Christ. C'est même impossible. Il est impossible que la lance soit entrée en contact avec quelqu'un qui était mort 8 siècles avant sa fabrication. La science a prouvé que la lance de Vienne n'était pas celle qui a percé le flanc du Christ. Mais est-elle sans valeur pour autant?
Des milliers de vies ont-elles été perdues dans le seul but de s'emparer d'un objet qui n'est qu'une contrefaçon datant du Moyen-Âge? Hitler lui-même a toujours été intrigué par le fait que d'autres lances pouvaient être la Sainte Lance. Le problème de la Sainte Lance, c'est qu'il y en a au moins 4. La lance de Vienne a plusieurs rivales, situées à différents endroits du globe. Il y a celle de Ekmiadzin en Arménie. Celle-ci ne ressemble pas vraiment à un fer de lance, plutôt à un porte-drapeau. Mais en tout cas, elle est vénérée. Il y en a une autre en Pologne, donc il est à peu près sûr qu'il s'agit d'une copie datant de l'époque médiévale. Il y en a une autre qui se trouve au Vatican, dans la basilique Saint-Pierre. On dit aussi que c'est elle qui perça le flanc de Jésus-Christ. Mais la lance que convoitait Hitler possède une qualité que les autres prétendantes n'ont pas. Nous connaissons mieux l'histoire de la lance de Vienne que celle des autres. Nous pouvons remonter sa trace grâce à des preuves écrites jusqu'au 8e siècle. Cette date a une grande importance. Il s'agit de la période où Charlemagne est arrivé au pouvoir. Cette lance n'a peut-être pas percé le flanc du Christ, mais c'est celle que vénéraient les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de la lance des empereurs du Saint-Empire. C'est cette lance qui a été transmise au cours de l'histoire. Et c'est de cette lance dont Hitler s'est emparé. Hitler avait surtout compris la valeur symbolique de cette relique. La nature réelle d'un objet importe peu. Seul comptent les croyances que les gens y attachent. Des siècles durant, cette lance a été vénérée par les plus puissants souverains d'Europe. Et c'est pour cette raison qu'il était essentiel pour Hitler de la posséder. Que cette lance ait ou non pénétré la chair du Christ importe peu. Ce n'est pas là l'enjeu. Ce qui compte, c'est que les gens lui attachent de l'importance. Ce qui compte, c'est ce que les gens choisissent de croire. Le fait que cette lance ne date pas de l'époque de la crucifixion ne lui enlève pas la moindre valeur à mes yeux. Pour moi, c'est le symbole qui prime. Même si de nos jours il est facile de considérer toutes ces histoires comme des balivernes, je pense qu'elles font partie des mythologies et des superstitions. C'est important.